Stéphanie? Je trouve ça très intéressant, ce sujet de la classification des cryptos, parce que en fait, ça rejoint un débat juridique. En France, en fait, on a une définition des actifs numériques. Alors, on parle plus du tout aujourd'hui d'actifs numériques, mais en réalité, juridiquement, c'est ce qu'on trouve dans le Code monétaire et financier. Et en fait, le Code général des impôts fait référence à la notion d'actifs numériques incluse dans le Code monétaire et financier. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a une diversification de ces actifs numériques, de ces crypto-actifs. Et on a une superposition aussi des définitions qu'on peut apporter en France, au niveau européen avec MiCA. Et moi, la question que je me pose dans le quotidien, c'est quels peuvent être les impacts de ces différentes classes de crypto sur la fiscalité. Est-ce qu'on va traiter de la même façon une crypto-monnaie qui sert de paiement, un jeton, un stablecoin, et tout ça, c'est des questions que j'ai au quotidien auprès de mes clients qui se demandent si, en passant par du stablecoin, donc dont la valeur est indexée sur des actifs financiers traditionnels, donc de l'euro, du dollar, mais aussi des bons du Trésor américain. Est-ce qu'on sort du champ d'application qu'on connaît aujourd'hui des actifs numériques? Françoise, il va falloir donner une réponse claire parce que je pense que même l'administration fiscale ne peut pas répondre à cette question, honnêtement. Alors pour être vraiment très clair, il faut voir ces segments du marché des cryptoactifs comme la possibilité de diversifier un portefeuille en termes de rendement et de risque. Donc on aurait les crypto-monnaies de paiement telles que Bitcoin, Litecoin qui seraient peut-être certes volatiles, mais un peu moins que les crypto-monnaies de plateforme. D'ailleurs, même la plateforme CoinMarketCap montre que la volatilité des crypto-monnaies de plateforme, telle Ethereum, est 2 fois plus élevée que celle des crypto-monnaies de paiement. Donc peut-être qu'il y a à la fois plus de risques, mais plus de rentabilité espérée dans les crypto-monnaies de plateforme. C'est toujours le cas. Exactement. Et puis après, en termes d'identification de l'émetteur, c'est bien ça qui pose problème lorsque les États-Unis tentent d'appliquer le Howey Test. Qui est l'émetteur? Est-ce que l'on investit de l'argent pour faire travailler quelqu'un qui va nous rapporter un profit? Et notamment, on a les 2 grands, Bitcoin et Ethereum, qui ne pourront pas, jusqu'à présent en tous les cas, être classés comme des titres financiers. C'est intéressant parce que dans la fiscalité, on va en parler avec vous Stéphanie, on a vu par exemple cette année au moment de la déclaration fiscale que par exemple le statut des stablecoins, il était un peu dans une zone grise, on ne savait pas trop quoi faire, on pouvait peut-être transférer ses bitcoins en stablecoin le temps que ça reste comme ça et puis après surtout pas les transformer en monnaie fiat parce que on a vu qu'il y avait des questions auxquelles l'administration fiscale n'avait pas répondu. Moi, je me demande si l'administration fiscale, elle a compris tout ça, elle est prête. Est-ce qu'elle est en train de travailler là-dessus sérieusement? Alors, on a une certitude, d'ailleurs, on le voit dans le rapport d'activité du ministère des Finances, c'est qu'il y a aujourd'hui des services qui se spécialisent sur les sujets crypto. C'est écrit noir sur blanc. Donc, je pense qu'ils travaillent sur ces sujets-là. De là à avoir des réponses à toutes nos questions, on n'en est pas tout à fait là. Et le problème qu'on a, c'est que l'administration fiscale ne peut pas vraiment agir avant qu'une loi ne passe. Donc, on est dans un double niveau d'interrogation et de réponse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des milliers de détenteurs de crypto-monnaies qui sont dans l'irrégularité la plus totale au niveau fiscal, parce que justement, il y a des règles qui ne sont pas, pour le moment, très claires. Et ils ne savent pas, ce n'est pas des fraudeurs. Exactement, voilà, c'est un peu ce qu'on a constaté. En irrégularité. Tout à fait. C'est vrai que dans notre cabinet, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de Français, de contribuables qui viennent nous voir et qui nous disent « mais en fait, je ne comprends pas la règle, je ne la connais pas, mais même quand vous me l'expliquez, la déclaration qu'il faut faire, je ne suis pas capable de la faire seule. » Et donc, bon, on les accompagne, bien évidemment. Maintenant, on est bien persuadé que ce qu'il faut, c'est quand même une clarification des déclarations et une simplification, parce qu'aujourd'hui, les imprimés déclaratifs sont trop complexes pour être faits tout seul. Donc, on a besoin d'avoir recours à des experts. Il faut avoir fait une étude d'ingénieur pour avoir rempli sa déclaration en 2025. On est bien d'accord. Il a fallu de l'aide carrément pour cette édition-là. On espère que ça va simplifier, évidemment. Vous demandez une cellule de régularisation fiscale. Aujourd'hui, quand on se trompe, par exemple, et que l'administration fiscale revient vers nous, on a droit au droit à l'erreur? Alors, il existe effectivement le droit à l'erreur. Alors, ça a été créé par la loi ESSOC. Donc, il y a vraiment une possibilité de faire une démarche. Ça marche aussi pour les cryptos? Évidemment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les cryptos. Le seul problème, c'est que on ne sait pas exactement quelles sont les pénalités qui vont nous être appliquées. Donc, ce n'est pas très clair. C'est la raison pour laquelle, en se réunissant avec des collectifs, on s'est dit, mais au fond, s'il existait une cellule de régularisation comme ça a existé pour les comptes étrangers, on aurait un bénéfice pour toutes les parties prenantes.
on aurait des contribuables rassurés, donc un climat de confiance, avec des pénalités moindres si on a fait une erreur, mais on aurait aussi l'État qui aurait moins de contrôles fiscaux, moins de contentieux fiscaux à générer et à financer, avec des recettes fiscales et surtout des équipes de contrôleurs ou en tout cas des équipes à l'administration fiscale capables de répondre à ces questions-là parce qu'elles auront été formées précisément pour répondre aux contribuables qui se posent ces questions-là sans pour autant être des fraudeurs. Si le contribuable n'a pas toutes les réponses, il peut très vite se trouver dans cette situation où finalement il va se dire non, je m'en occupe pas, c'est trop compliqué. Et il y a mais il y a des milliards à récupérer aussi pour l'État dans cette meilleure organisation fiscale sur les cryptos, une sorte de rétablissement de la confiance entre les deux parties pour finalement nettoyer un petit peu tout ça. C'est vraiment une logique gagnant-gagnant. Et puis on aurait aussi, même les personnes qui ne touchent pas forcément à la crypto se diraient, au fond, les règles s'appliquent de la même façon si j'investis dans des actifs traditionnels ou si j'investis dans des actifs crypto. Donc tout le monde en sortirait gagnant en réalité. La question que je me pose, c'est ces questionnements potentiels dans l'administration fiscale. Est-ce que les notaires, par exemple, les notaires qui font les successions, qui font les transmissions de crypto, est-ce que eux aussi, ils auraient besoin d'une cellule spéciale pour comprendre ce secteur-là? Parce que franchement, maintenant, ça y est, on a dit 10% des Français détiennent de la crypto. Ça veut dire que dans les successions et même dans les donations au cours de la vie, la situation va se présenter assez souvent. C'est tout à fait une question qui se pose maintenant régulièrement. On est sur un marché qui est un peu plus mature, donc des profils d'investisseurs qui sont un petit peu plus âgés et qui se disent comment je peux optimiser ma transmission à mes enfants. Et effectivement, il existe des stratégies tout à fait légales qui nous permettent d'anticiper à la fois le coût fiscal des transmissions, mais aussi la sécurisation de ces transmissions. Parce que évidemment, c'est un peu plus complexe que de transmettre un bien immobilier. Et c'est pourquoi je travaille très souvent avec des notaires qui ont cette spécialisation, aussi pour informer les bénéficiaires de ces donations ou de ces successions, de leurs obligations fiscales, déclaratives, etc., et des futures opérations qu'ils vont faire, par exemple, de vente. Françoise, on parlait tout à l'heure d'adoption, de ces 10% de Français qui détiennent des cryptos. Cette fiscalité, d'après vous, elle va à l'encontre d'une adoption plus massive en France ? Il me paraît très intéressant de voir de quelle façon sont détenus et échangés ces cryptoactifs, puisque c'est peut-être là qu'on pourrait trouver une clé pour mieux comprendre. On peut soit les détenir sur une clé personnelle, soit les détenir via les exchanges. Et là, il y a la question qui concerne leur conformité, leur réglementation. Notamment, on voit que cela est en train d'être amélioré aux États-Unis grâce au Genius Act. Et notamment, si on revient sur les stablecoins, certains pourraient ne plus être échangés sur certains exchanges à partir du moment où ils ne respecteraient pas les règles de conformité. Donc, peut-être que la fiscalité pourrait s'appuyer sur des bilans, des documents officiels que les exchanges pourraient fournir. Peut-être qu'il y aurait un travail en collaboration à faire au moins de ce côté-là. Le secteur est totalement en chantier. C'est ça qui est passionnant en cette année 2025 de parler de crypto. On a beaucoup de sujets encore à traiter.